Bonjour à tous, je viens comme promis vous faire une vidéo sur mes lectures préférées de l'année 2020. Alors 2020 ça a été, vous le savez, une année très bizarre, hein, je ne vous apprends rien. Et j'ai pris beaucoup de décisions cette année, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie et si j'avais déjà pris la décision de lire beaucoup, enfin le plus possible déjà en 2019, c'est vrai que 2020 ça a été un portail ouvert vers complètement autre chose. Voilà, j'ai fait une retraite dans une abbaye en février, juste avant que l'épidémie écrase tout et nous confine. Et, et je suis revenue de cette retraite voilà, en ayant envie de passer du temps moins numérique, de m'éloigner un peu des écrans. Et c'est vrai que du coup, j'ai lu 85 bouquins en un an, alors que l'année dernière, j'étais à une quarantaine de livres et que c'était déjà incroyable pour moi. Donc, vraiment, voilà, ça a été une année très riche en livres. Je fais une longue intro tout simplement parce que j'ai pas réussi à être concise dans ma sélection de livres. Donc peut-être que cette vidéo sera scindée en plusieurs parties puisque j'ai 18 livres et 3 bandes dessinées à vous présenter. Donc commençons. Commençons, je ne les ai pas classés par préférence mais par l'ordre dans lequel je les ai lus puisque c'était bien plus simple. Et en fait, j'ai commencé mon année avec cette joyeuseté qui est La nausée de Sartre. Et ce livre m'est resté à peu près toute l'année, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment donné des clés assez incroyables. Et alors, c'est très difficile d'en parler, évidemment, je n'ai pas de formation en philosophie, donc je voulais vraiment m'arrêter sur la langue, puisque c'est ce qui me touche en tant que lectrice, c'est de pouvoir avoir des espèces d'éclairs comme ça de littérature un peu pure comme je peux en trouver dans la poésie. Et j'ai eu énormément d'éclats de lumière comme ça dans ce livre et des choses qui me sont restées assez longtemps. Alors j'en ai isolé quelques-unes que je peux vous lire parce que c'est encore la meilleure manière de donner envie. Il y a tout un passage dans lequel il parle des objets, les objets qu'il aime ramasser par terre, son lien aux objets, etc. Et donc le personnage, le narrateur, se demande, il est dans un monologue et il se dit mais les objets ça ne devrait pas toucher puisque cela ne vit pas. On s'en sert, on les remet en place, on vit au milieu d'eux, ils sont utiles, rien de plus. Et moi ils me touchent, c'est insupportable. J'ai peur d'entrer en contact avec eux, tout comme s'ils étaient des bêtes vivantes. Bon, ça évidemment ça m'a énormément parlé puisque j'ai un lien aux objets, on peut le dire plutôt maladif. J'aimais tant le ciel d'hier, un ciel étroit, noir de pluie, qui se poussait contre les vitres comme un visage ridicule et touchant. Ça, j'ai adoré. Une toute petite phrase pour décrire un couple dans un café, un vieux couple qui dîne face à face. On dirait que leur état normal est le silence, et la parole, une petite fièvre qui les prend parfois. Ça, rien, j'ai envie de pleurer. Je trouve que c'est en une phrase, c'est raconter cette confiance muette entre un vieux couple qui se connaît par cœur et qui discute dans le silence. Moi, je trouve enfin, ça me bouleverse complètement. Il y a beaucoup de réflexions sur l'amour aussi, notamment un passage que j'ai gardé avec moi toute l'année et qui m'a profondément abîmée peut-être ou bouleversée, qui est le suivant. Alors ça, c'est le personnage principal qui revoit son ancien amour, son ancienne amoureuse, et elle lui semble assez morose. Il y a quelque chose en elle qui lui semble un peu éteint et il lui demande pourquoi. Et elle lui dit: je sais que je ne rencontrerai plus jamais rien ni personne qui m'inspire de la passion. Tu sais, pour se mettre à aimer quelqu'un, c'est une entreprise. Il faut avoir une énergie, une générosité, un aveuglement. Il y a même un moment, tout au début, où il faut sauter par-dessus un précipice. Si on réfléchit, on ne le fait pas. Et je sais que je ne sauterai plus jamais. Nous passerons sur l'atrocité magnifique de ce passage. Voilà, c'était ça. En fait, si vous voulez, c'est un livre qui est très complexe à expliquer, puisque c'est un livre dans lequel il se passe peu de choses. C'est un livre qui, à la base, n'aurait pas dû prendre une forme aussi romanesque. Et c'est vraiment avec l'aide de Simone de Beauvoir, notamment, qu'il a rajouté des personnages, qu'il leur a rajouté une histoire. Le livre est construit comme le carnet du personnage. Et le personnage est atteint de ce qu'il appelle la nausée, un sentiment qui l'assiège comme ça, dans lequel il défaille, il prend conscience de l'inutilité de sa vie, l'inutilité de sa présence. Et voilà, évidemment ça contient les prémices de la pensée de Sartre,
mais je trouve que c'est un roman qui était extrêmement déroutant. Il a été écrit dans les années 30, il me semble, et il pourrait déjà s'apparenter au nouveau roman, à ces formes de romans qui sont assez loin d'une narration classique. Et je trouve qu'il est vraiment constellé de passages extrêmement, extrêmement, extrêmement beaux, même si l'ensemble est très lent et un peu ennuyeux, et ça y participe en fait. Ça participe à cette grâce et à cette poésie, et vraiment, il m'a suivi toute l'année. Ensuite, un autre ravissement, et vous allez comprendre pourquoi, c'est le ravissement de l'Olvestein de Duras. Très 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 difficile pour moi de rentrer dans ce livre. Beaucoup de gens me l'avaient conseillé, une amie me l'avait même prêté il y a des années. J'avais lu plusieurs Duras, j'ai bien sûr lu L'Amant, j'avais lu 4-5 de ses livres en ayant toujours beaucoup aimé. Donc voilà, je me suis plongée dedans avec cette même confiance. Mais ça a été, je crois que c'est l'entrée dans un livre la plus hermétique que j'ai croisée de ma vie. J'ai failli abandonner, je me souviens très bien que j'ai lu les 10 premières pages mais dans une douleur affreuse parce qu'on ne comprend rien, on ne comprend pas qui parle, on ne comprend pas de qui on parle et c'était vraiment pas parti pour être une lecture de plaisir. Et puis, et puis tout arrive. C'est déjà le titre. C'est un livre dont Duras dira toujours qu'elle n'a rien compris elle-même. Elle dira que, enfin, elle a dit que personne ne peut comprendre son héroïne. Déjà, le titre est incompréhensible. LOL Weinstein, on ne comprend pas. Est-ce que c'est LOL 5 Stein? On ne comprend rien. En fait, LOL Weinstein, c'est un nom. LOL pour, j'ai un doute, Lolita peut-être, mais c'est une abréviation, en fait c'est le nom de son personnage. Le ravissement, pourquoi le ravissement? Est-ce que c'est le ravissement, le fait d'être ravi, le fait d'être illuminé, d'être face à quelque chose de merveilleux, ou est-ce que c'est le rapt? Et en fait ce sont évidemment les deux. Et voilà, Marguerite Duras, c'est aussi beaucoup inspiré d'une vraie jeune femme qu'elle a rencontrée lorsqu'elle elle passait dans des institutions psychiatriques. Elle était en contact avec des jeunes malades, des jeunes patientes, et il semblerait qu'elle ait écrit des choses un peu au-delà d'elle-même. Elle a un peu écrit ce personnage en étant extérieure à lui, et c'est un peu ce qu'on ressent, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est toujours décrit par les autres, c'est donc un portrait en creux, c'est un personnage qui nous échappe absolument. Et alors là, on est sur une langue... il y a des jaillissements comme ça tout au long du texte, et je n'ai fait que colorier des lignes et des lignes et des lignes. Elle était belle, mais elle avait de la tristesse, de la lenteur du sang à remonter sa pente, la grise pâleur. Elles sont compliquées à comprendre à l'oral parce que tout repose sur la ponctuation, et je ne l'ai pas très bien lu celle-ci. Ça j'adore. La promenade la captivait complètement, la délivrait de vouloir être ou faire, plus encore que jusque-là l'immobilité du songe, de l'importance de déambuler dans les rues sans but. Ses yeux sont veloutés comme seuls les yeux sombres le sont. Or les siens sont d'eau morte et de vase mêlés. Rien n'y passe en ce moment qu'une douceur ensommeillée. C'est assez décourageant de lire des choses comme ça parce qu'il y a vraiment une langue incroyable. Et dernière citation qui est ma préférée. Le violon cesse, il se retire, il laisse derrière lui les cratères ouverts du souvenir immédiat. Donc voilà, je préfère ne pas trop révéler l'histoire puisque c'est ce que j'ai aimé moi, c'est d'être brinque-ballée comme ça, sans savoir où ça va, sans savoir qui s'adresse à moi. Je pense qu'on a besoin de cette espèce de flou. Et voilà, simplement faites confiance à la langue et à Marguerite Duras parce que c'est vraiment un ravissement. Je ne pouvais pas parler de mes lectures 2020 sans parler quand même du consentement de Vanessa Springora. Alors là, évidemment, c'est un autre postulat, c'est moins pour la langue en elle-même que pour le contenu du livre, même s'il est il est très bien écrit. C'était le livre nécessaire de l'année. C'est donc Vanessa Springora qui raconte la relation d'abus en fait qu'elle a vécue et qu'elle a subie avec l'écrivain Matzneff. Et c'est quand même grâce à ce livre que l'œuvre de cet écrivain, qui donc
écrivait sur ses relations avec des mineurs dans des journaux intimes, dans des romans, qui parlaient de jeunes mineurs prostituées avec qui il couchait, de jeunes femmes avec qui il entretenait des relations qui avaient 12 ou 14 ans, etc. On a enfin pu, grâce à ce livre, ouvertement mesurer le caractère pédophile, violent et criminel de tels écrits. Donc c'est important parce qu'en fait il y a quand même assez peu de témoignages vécus de l'intérieur, on a assez peu de retours sur les histoires de ces jeunes femmes. J'ai encore entendu récemment tout ce qui concerne Polanski, on n'arrête pas de dire oui mais la victime est d'accord, aujourd'hui la victime ne lui en veut plus, donc c'est que c'est bon. Je trouve que ce livre il met vraiment très 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 bien en lumière le caractère tacite, larvé et, et presque inconscient de la toxicité de telles relations. Et ce n'est pas parce qu'une femme qui a vécu un tel abus explique qu'elle est aujourd'hui guérie, qu'elle va bien, que ça enlève le caractère criminel de ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que, quelque part, peu importe la manière dont réagissent les victimes, ça n'enlève rien au crime qui a été commis. Voilà, et je trouve que ce type de livre est essentiel évidemment, et en plus il est très très bien écrit, il est absolument pas pathétique, voyeur, élégiaque. Voilà, ça n'est pas c'est pas un brûlot contre Maznev, d'ailleurs il n'est pas cité. Ça décrit les rouages d'un système, c'est un système d'oppression et de pouvoir et de violence qui se retrouve dans énormément d'histoires qui ne sont pas la sienne. Donc voilà, je pense que ce livre a dû faire un grand bien à toutes celles et ceux jeunes garçons, enfants qui ont vécu des abus de la part d'un adulte. Et, et ça n'est pas, ça n'est pas outrageux à lire, c'est très bien écrit, c'est plein de pudeur. Ensuite, énorme découverte de l'année, mais c'est Emmanuelle Richard, avec d'abord Les corps abstinents, mais en fait j'ai quasiment tout lu d'elle et tout est sublime. Emmanuelle Richard, c'est une très jeune autrice, il me semble qu'elle a à peu près mon âge, oui elle est née en 85. Emmanuelle Richard ici, elle va rencontrer des gens qui sont abstinents. Alors soit par choix, soit depuis longtemps, soit depuis peu, mais elle questionne cette notion d'abstinence dans une société où la sexualité régit tout, où on attend énormément des couples que pour qu'ils aillent bien, ils baisent, ou que pour une jeune personne en bonne santé, on attend qu'il y ait derrière une vie sexuelle épanouie. On a une espèce de rapport de cause à effet entre sexualité et épanouissement. Et elle vient vraiment questionner tout ça. Elle vient vraiment donner une place littéraire et puis théorique aussi à l'abstinence en allant à la rencontre alors je sais pas, peut-être une dizaine de personnes qui n'ont pas de sexualité. Elle parle aussi d'elle-même et de pourquoi elle est arrivée à ce choix-là. Et c'était bouleversant. C'était un peu un flou, un vide à combler je trouve, dans les questionnements d'aujourd'hui et les questionnements féministes notamment. On parle assez peu d'abstinence ou d'asexualité, alors qu'en fait elle arrive à montrer que déjà on ne peut pas vraiment définir ce qu'est l'abstinence en termes de durée, en termes de est-ce que ça se définit en termes de choix, de situation. C'est finalement un concept assez flou. Et je trouve que les témoignages sont absolument bouleversants. Le sien avant tout, son intro est magnifique puisqu'elle raconte à quel point finalement ce qui lui manque n'est pas tant la sexualité que le toucher. Et elle a cette scène où elle est chez un praticien, je ne sais plus si c'est un ostéopathe, ou qui la touche et alors elle fond en larmes et c'est de là que part toute sa réflexion autour de ce qui manque quand on n'a pas de sexualité. Est-ce que c'est le sexe ou est-ce que c'est les peaux, est-ce que c'est le toucher, est-ce que ça peut ne pas manquer? Et voilà, donc c'était superbe et vraiment tout est à lire. Je n'ai pas les autres parce que je les ai prêtés, mais Pour la peau, pour le roman pour lequel elle a eu le prix Anaïs Nin, était somptueux, somptueux, somptueux. Un roman sur une histoire d'amour qui termine mal. Vraiment une langue incroyable. Emmanuelle Richard, maintenant je veux tout lire d'elle, elle est géniale. Ensuite, à chaque fois que je les vois, je suis émue parce qu'ils m'ont tous marqué. J'ai lu un autre Benoît de Groult. Vous savez maintenant peut-être que j'adore Benoît, que j'essaie de tout lire et qu'il me reste plus beaucoup de choses d'elle que je n'ai pas lues. Et cette année, j'ai lu La Touche étoile et un très vieux roman d'elle qui s'appelle Les trois quarts du temps. C'est une brique et pourtant, je l'ai
dévoré. Je l'ai passé à une amie à moi les jours qui ont suivi. Elle l'a dévoré aussi. C'est, je crois que c'est un de mes préférés de Benoît de Groult. C'est dans ce livre, alors il date de quand? Il date de 83. Et dans ce livre, en fait, Benoît, sous couvert de roman, mais personne n'est dupe aujourd'hui puisqu'on a tous les papiers pour connaître sa vie, sous couvert de roman, revient sur toute sa vie, à travers plein de personnages, à travers plein de narrateurs, à travers plein de formes romanesques. Il y a des lettres, des extraits de journaux intimes, des passages à je, des passages à elle, il y a des passages sur sa mère, qu'elle a nommée Hermine dans le livre, des passages sur elle-même qu'elle prénomme Louise, et on suit en fait le parcours d'une femme, de son enfance à sa vie d'adulte, et, et ça... yes, pas du tout à fleur de peau la meuf. En fait, c'est ce qui est bouleversant dans ce livre, c'est que Benoît, c'est un des piliers de la sororité, c'est une des femmes qui a le plus œuvré pour nous rapprocher. Et là, elle met vraiment en lumière les femmes de sa vie. Il est évidemment question d'avortement, comme dans tous ses livres. Je me souviens d'un passage où la sœur de l'héroïne, où l'héroïne fait ça à sa sœur, je ne me souviens plus, mais elle s'avorte entre sœurs. C'est un passage bouleversant. Oh. On a aussi son histoire d'amour avec son premier mari. Il faut savoir que Benoît de Groult, elle a été mariée jeune d'un mariage d'amour. Et ce mariage s'est terminé par la mort de son mari de la tuberculose. Et il y a des lettres absolument magnifiques que je pense être, devraient l'être, entre les deux protagonistes. Il y a tout, il y a tout. Il y a des réflexions sur la fidélité, parce qu'on sait que donc Benoît a vécu un couple, un mariage ouvert en fait, avec son mari Paul Guimard, mais elle a aussi énormément souffert d'adultère de la part de son premier mari et aussi de Paul Guimard. Pourtant, ils étaient en couple libre, mais ça a été une vraie souffrance. Elle parle de son amour incroyable pour celui qu'on sait s'appelait Kurt aujourd'hui, mais qui dans le roman s'appelle Vermeer, je crois. Il y a sa petite maison bretonne, il y a ses filles, son rapport avec ses filles, et les matins de salle de bain où il y en a une qui se lave et l'autre qui se maquille, et il y a un fatras pas possible et puis des rires, des vêtements, des éclats de voix. C'est... En fait, on a envie que le livre ne s'arrête jamais. On a envie que Benoît soit parmi nous, on a envie de la connaître, on a envie qu'elle soit notre mère, on a envie qu'elle soit notre sœur. Je sais pas comment vous dire autre chose. Vraiment, tout ce que je lis d'elle est bouleversant. Voilà. Livre qui m'aura fait pleurer en direct, c'est super. Ensuite, je ne l'ai pas avec moi, mais une autre immense découverte de l'année, ça a été l'écrivaine Violaine Huysmans. C'est une jeune femme aussi qui a une fin de trentaine, une très jeune autrice. Et alors j'ai lu son dernier livre, Rose désert. C'est une grande réflexion autour de la sexualité féminine, c'est-à-dire notre rapport aux hommes en tant que jeunes femmes hétéros. Elle questionne en fait cet attrait pour la violence que peuvent avoir certaines jeunes femmes hétéros. Et cette quête comme ça d'un homme un peu viril, un peu toxique, elle questionne tout ça à travers une rétrospective sur son parcours amoureux. Tout part d'une rupture amoureuse. À la suite de cette rupture amoureuse, elle part dans le désert. Et donc on suit en parallèle son aventure seule dans le désert. Elle traverse le désert. Et sa rupture, son histoire amoureuse. Donc on a vraiment deux narrations en parallèle. Et l'écriture est absolument magnifique. C'était assez incroyable. Et son autre livre, Fugitive parce que reine, qui est son livre pour lequel on l'a découverte, parle de sa mère bipolaire. Et c'est absolument bouleversant. Donc vraiment, autrice à suivre. Moi, ça a été, avec Emmanuel Richard, ça a été mes deux découvertes de l'année assez bouleversantes. Ensuite, ah oui, bah alors j'ai beaucoup relu Annie Ernaux cette année. J'ai déjà lu quasiment tout, je pense. Je pense avoir tout lu d'Annie Ernaux. Et cette année, j'ai relu 8 de ses livres, qui sont mes 8 préférés. Et parmi eux, je voulais quand même sélectionner L'événement, parce qu'il me semble que c'est un livre qui devrait être lu dans les écoles. C'est le livre qui raconte l'avortement d'Annie Ernaux,
qu'elle a vécu, alors je ne veux pas me tromper, mais elle a dû le vivre 5, 6. L'avortement n'était pas passé, donc dans les années 60 peut-être. C'est un récit extrêmement court, donc je ne peux pas vous le montrer puisqu'il fait partie du quarto, mais c'est un récit très très court et évidemment complètement glaçant, enfin, extrêmement juste. Ça, c'est l'écriture d'Annie Ernaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioritures, il n'y a rien en trop. Elle cultive ce qu'elle appelle l'écriture plate, donc c'est une écriture qui est dépoussiérée d'adjectifs, d'adverbes, elle est assez acérée et magnifique. Et je pense, non mais je pense vraiment que c'est un livre qui devrait être lu par tous et toutes, parce qu'on ignore, concrètement on ignore ce que c'était d'avorter. Et pour toutes celles et ceux qui se diraient que finalement c'est la solution de facilité et qu'après tout c'est utilisé comme un contraceptif ou autre croyance aussi conne, il faut lire ces lignes. Et, j'irais même plus loin en disant que c'est pas uniquement un livre sur l'avortement, mais c'est aussi un questionnement d'Annie Ernaux sur sa légitimité à écrire sur sa vie et puis sur de tels événements. Et là-dessus, j'ai isolé un passage qui me semble parler de toute l'œuvre d'Annie Ernaux et qui est ce pourquoi je l'admire tant. Elle écrit entre parenthèses, vraiment entre deux chapitres, entre deux paragraphes. Il se peut qu'un tel récit provoque de l'irritation ou de la répulsion ou soit taxé de mauvais goût. D'avoir vécu une chose, quelle qu'elle soit, donne le droit imprescriptible de l'écrire. Il n'y a pas de vérité inférieure. Et si je ne vais pas au bout de la relation de cette expérience, je contribue à obscurcir la réalité des femmes et je me range du côté de la domination masculine du monde. Lisez Annie Ernaux. Lisez Annie Ernaux, je ne peux pas dire autrement. Franchement, je pourrais vous parler de toute son œuvre. Tout est à lire, tout est génial. Mais je voulais quand même classer l'événement dans cette rétrospective 2020 parce que c'est trop important. Et quand on voit à quel point le droit à l'avortement régresse en ce moment même dans des pays aussi développés que par exemple les États-Unis ou nos voisins en Europe, même l'Italie ou la Pologne, etc., il faut absolument qu'on soit informé. Ensuite, je continue donc avec un Colette. J'ai lu 4 Colettes cette année. J'ai choisi La Maison de Claudine. Je ne serais jamais allée vers celui-là, puisque avec le titre, j'aurais pu croire qu'il s'agissait d'une des aventures de Claudine, son héroïne qu'elle a créée et qui l'a fait connaître. Et en fait, sous couvert des mémoires de Claudine, Colette revisite tous ses souvenirs d'enfance. Colette, elle est très connue pour avoir eu un lien vraiment fondateur avec sa mère Sido. C'est une mère qui a vraiment, qui l'a poussée à être libre, qui l'a toujours encouragée et qui l'a profondément connectée à la nature. Donc Colette, qui vient de Bourgogne, elle a vraiment un attachement physique aux plantes, à la terre, aux fruits, au ciel. Il y a quelque chose dans sa plume qui résonne vraiment toujours de très terrien et de très naturaliste. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Et donc, La Maison de Claudine, c'est un voyage dans ses souvenirs. C'est un voyage dans les soirs d'été qui sentent le jasmin pendant que sa mère reprise une robe ou cueille ou arrose le jardin. C'est des histoires avec les animaux, avec les chats notamment. On sait comme Colette aimait les chats et en parlait bien. Il y a des choses beaucoup plus intimes et profondes qui se jouent aussi, notamment de la relation avec une des grandes sœurs qui, en se mariant, finalement coupe court à son lien avec la famille et la mère est désespérée. Et c'est cette nouvelle que j'ai lue cet été d'ailleurs, je vous l'ai lue sur mon Instagram. C'est un moment déchirant où la mère va dans le jardin, sa fille habite une maison à côté et elle sait que sa fille va accoucher et elle entend les cris de sa fille qui est en train d'accoucher et cette mère comme ça désemparée de ne pas pouvoir être là pour sa fille parce qu'elle s'est maintenant mariée et sa nouvelle famille c'est son mari et elle est là avec la lune dans le jardin et elle hurle en soutien avec sa fille qui souffre. Enfin c'est vraiment magnifique et encore une fois l'écriture de Colette, un vocabulaire. Moi, je sais que là, je me suis remise à écrire. J'ai beaucoup écrit cette année et Colette, elle a une richesse de vocabulaire. Moi, ça me sidère. À chaque bouquin, j'apprends au moins 2 ou 3 mots.
C'est un vrai plaisir. C'est extrêmement drôle, hein. Moi, Colette, c'est aussi pour ça que je l'aime. C'est d'une part la précision avec laquelle elle arrive à retranscrire le réel. Donc un choix de mots très précis, un œil comme ça acéré sur les détails, et les détails de l'intime et du quotidien, et ça me bouleverse. Et tout ça fait avec un humour, mais alors une sensibilité immense. C'est vraiment un livre que personnellement j'ai prêté moi à mes parents parce que ça ressemblait à l'ambiance dans laquelle j'ai pu être élevée, de faire attention aux choses du dehors, d'être en lien avec la nature. Ça fait très poncif comme ça, mais chez moi ça résonne beaucoup. Je laissais ma mère tirer de l'oubli les morts qu'elle aimait, et je restais rêveusement suspendue à un parfum, à une image suscitée. L'odeur du chocolat en briques molles, la fleur creuse éclose sous les pattes du chat errant. C'est magnifique. Donc à lire, à offrir, c'est un petit bonbon, c'est un retour vers l'enfance, c'est sublime. J'aurais pu vous citer plein de passages aussi de la retraite sentimentale parce que la manière qu'a Colette de décrire la nature, je vais quand même en lire quelques-uns. C'est aussi une des aventures de Claudine et je ne le savais pas, c'est celle qui clôture les aventures de Claudine. Je l'ai lu sans avoir lu les Claudines et j'ai tout à fait pu comprendre et c'était merveilleux aussi. Casamène, qui est le village en question. Casamène est perché sur l'épaule ronde d'une petite montagne crépue de chênes bas qu'octobre n'a pas encore mordu de sa flamme. Avez-vous vu plus belle description d'un paysage d'automne? Je vous le demande. Derrière le rideau que je soulève, on voit marcher la pluie, un rideau transparent et funèbre qui traîne à plis inégaux vers l'ouest, comme le bas de la robe d'une géante qui franchirait une à une la hanche arrondie des montagnes. Franchement, l'écriture de Colette, c'est une claque dans la gueule. Il faut lire Colette. Voilà. Ensuite... Ah, oulala. Encore un livre très très marquant. Thérèse d'Esquerou de François Mauriac. Je n'ai jamais lu Mauriac, je ne connaissais pas Mauriac, je n'ai pas cette culture là. J'avoue que j'étais passée à côté. C'est une recommandation de mon grand-oncle qui était prof de français, qui adore Mauriac et qui m'a dit vraiment, cet été, là, pendant le confinement, il m'a fait une petite liste, dont d'ailleurs La Maison de Claudine, et il m'a dit, lis-le. Alors, il y a eu plusieurs films de ce livre, tellement c'est une histoire marquante et je pense assez novatrice pour l'époque, puisqu'il date des années 30. Il a été écrit en 27, exactement. Alors, la construction du livre, elle n'est pas évidente de prime abord. La narration n'est pas forcément linéaire. Il y a beaucoup... Mauriac utilise beaucoup le souvenir, le flashback et les temporalités sont un petit peu mélangées, ce qui n'est pas forcément courant à l'époque, mais surtout ce qui n'est pas courant, c'est un tel personnage féminin. Moi, elle m'a bouleversée, cette Thérèse d'Esquerou, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est donc Thérèse d'Esquerou, qui revient d'un procès pour lequel elle a été jugée et graciée pour avoir tenté d'empoisonner son mari. Et le livre va tenter de répondre à cette question insoluble du pourquoi. Pourquoi elle a fait ça? Et alors en quelques pages, parce que vous voyez c'est ultra mince, en quelques pages, je trouve que Mauriac, et alors je ne sais pas comment en tant qu'homme il parvient à capter ces finesses-là, il arrive à décrire la chape de plomb qui écrase le dos des femmes, qui les enferme dans un parcours obligatoire de mère, d'épouse et qui les condamne à une passivité totale. Et finalement, cette Thérèse, elle se retrouve mariée à un homme de bonne famille, à sa famille d'ailleurs, à cet homme-là. Elle est dans une campagne rase, morte, morne. Et soudain, elle prend la mesure de ce qui lui tombe dessus, elle prend la mesure des opportunités qu'elle n'aura jamais, et tout ça l'accable. Et il y a vraiment des passages, notamment concernant la maternité et le non-désir d'enfant, qui, pour être écrits en 27, et je le répète, par un homme, quand même, sont bouleversants de sensibilité et de justesse. Et notamment ce passage-là que moi j'ai préféré, c'est Thérèse justement qui parle à une de ses amies qui lui vante
les plaisirs et les bonheurs de la maternité, qui elle-même est mère, et donc Thérèse, qui elle n'a pas du tout envie de ça, pense ceci. Comment lui expliquer? Elle ne comprendrait pas que je suis remplie de moi-même, que je m'occupe tout entière. Anne, elle, n'attend que d'avoir des enfants pour s'anéantir en eux, comme a fait sa mère, comme font toutes les femmes de la famille. Moi, il faut toujours que je me retrouve. Je m'efforce de me rejoindre. Anne oubliera son adolescence contre la mienne, les caresses de Jean Azevedo, dès le premier vagissement du marmot que va lui faire ce gnome, sans même enlever sa jaquette. Les femmes de la famille aspirent à perdre toute existence individuelle. C'est beau, ce don total à l'espèce. Je sens la beauté de cet effacement, de cet anéantissement. Mais moi. Voilà le genre de passage absolument magnifique de ce livre. C'est un personnage, voilà, tout en complexité, tout en nuances, qui s'exprime peu, qui est très insaisissable, qui est à milieu des clichés très 19e ou très début de siècle de la femme débordée d'émotions, hystérique, etc. C'est une femme taiseuse, complexe, et puis l'écriture est magnifique, et puis on a là aussi des petites percées de lumière, campagne trempée d'aurore. Point. Magnifique. Voilà, je trouve que c'est... En fait, je trouve que c'est une prouesse d'avoir écrit déjà ce type de personnage sur ce type de sujet, et d'autant plus en 1927, d'autant plus sous la plume d'un homme qui n'a pas connu lui-même dans sa chair ces oppressions-là, et qui parvient à les retranscrire avec une justesse effarante.